Tous mes rêves d'enfance se réalisaient en fait. Je rêvais d'être chanteur, j'étais chanteur. Je rêvais très grand, c'est devenu très grand. J'avais tout qui allait. J'avais de l'argent, je réussissais mon métier, je réussissais avec mes amours. La chanson, ça réussissait super. Et toutes les coïncidences, comme l'univers qui s'ouvre pour faire exactement ce que je veux, mais moi, je gardais en moi l'idée que j'étais pas à la hauteur. J'avais encore ce truc depuis tout petit, je suis pas à la hauteur. J'avais une sorte de culpabilité. J'osais pas admettre que c'était si facile en fait. C'est comme si je me sentais bizarrement redevable à je sais pas qui, à mes parents et à ce que mes parents veulent dire, un peu en porte-à-faux d'être heureux quoi, que ce soit facile. Tu sais, c'est tellement fort cette idée dans la société qu'il faut souffrir, c'est pas à la hauteur, pas mérité, coupable, machin, le gros truc lourd et tout. Pourquoi je me sens pas bien, je suis angoissé, c'est quoi cette angoisse quoi? Je suis allé explorer en fait le désespoir quoi. Parce qu'il était toujours là, je fais bon, ok, on y va, c'est trop dur de résister à ça, donc j'y suis allé. En plus de ça, comme j'avais pas trop confiance en moi, donc je me suis dit je vais explorer l'artiste. Comme les artistes que j'aimais bien, c'était des authentiques, c'était Brel, c'était Brassens, mais à l'époque c'était très Brel, c'était allez, je vais me couper le... Je vais explorer ce truc-là quoi. Là j'ai atteint des trucs très glauques, très glauques, très glauques. À un moment je pensais vraiment que c'était la fin quoi. C'est-à-dire, je regardais vraiment la fenêtre de très près quoi. Je retournais chez mes parents, j'allais lasser mon appart, et tout, c'était, oulala, c'était pas sympa. Et cet ami, on s'intéressait ensemble aux histoires de psy, de psychothérapie, de psychanalyse, on aimait bien ce genre de choses. Puis un jour, il vient et il me dit, Laurent, je vais pas te faire la morale, je vais pas te la faire du tout, mais j'ai une question à te poser, mais surtout ne me réponds pas. Est-ce que tu veux aller bien? Alors moi, je dis, évidemment. Il m'a dit, non, me réponds pas. Et il est parti. Et ça a été un déclencheur énorme, quoi. Parce que je me suis aperçu qu'après toute cette traversée de l'obscurité, ce que j'avais vu en moi, c'était mon degré de mensonge à moi-même. Je réalisais pas à quel point je pouvais me mentir. Devant la glace, je jurais des trucs et c'était pas vrai. En fait, je veux pas aller bien. La première réponse, c'est la souffrance que j'avais dans ma vie, liée à me comparer tout le temps. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en train de regarder ce que les autres ont que je n'ai pas. Cette personne, elle est plus à l'aise que moi, cette personne, elle parle plus vite que moi, cette personne, elle raconte plus de blagues que moi. Et donc du coup, j'étais en fait tout le temps frustré de ne pas être assez. J'étais mal dans ma peau, j'étais timide, j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas à oser plein de choses. Et en parallèle de ça, je me disais, mais en fait, ça sert à quoi de vivre? Donc si j'arrive pas à être heureux, si j'arrive pas à faire ce que j'aime, et si j'arrive pas à être en lien avec les autres, et ben en fait, autant me suicider. Au bout d'un moment, je me suis dit, donc si je change rien, rien va changer. Donc c'est soit je me suicide et je le fais vraiment et je vais au bout, soit je change quelque chose. Et si je faisais des petites choses tous les jours, qu'est-ce qui pourrait se passer? Et si j'expérimentais de parler en public, d'aller parler à l'inconnu? Il y a une phrase moi qui me parle énormément aujourd'hui, que j'adore transmettre et partager au maximum partout où je passe. C'est en fait, je ne sais pas ce qui est possible ou non, alors je décide d'agir comme si tout est possible. Quand il y a une personne qui me dit mais je ne sais pas si je vais réussir ce truc-là, je ne sais pas si je peux le faire, je ne sais pas si je suis en capacité de le faire, j'adore lui poser la question, est-ce que tu es à 100% certain que tu ne peux pas y arriver? Et en fait la réponse elle est non. C'est vrai en fait, il y a une petite partie de moi qui croit que c'est possible. D'abord, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ce soit différent? Et là, tu vas t'apercevoir en général non. Quand je vois que je tiens à mon drame, c'est ce que m'a dit mon copain, est-ce que tu veux aller bien? Je lui ai dit oui, mais en fait, je mentais. Je tenais à mon drame. Ça, c'est la plus grande clé, quoi. Je tiens à aller pas bien. Évidemment, par confort. J'aime bien, est-ce que ce soit la faute des autres? C'est mon premier amour que ce soit la faute des autres. Surtout de mes parents. C'est pas de ma faute, quoi. Je fais au mieux, mais c'est pas de ma faute. À un moment, t'en as marre de ce truc-là. Tu dis, il y a peut-être une autre solution. Les bouddhistes disent une chose par rapport à la souffrance, ils disent que ça peut être comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Et à un moment, une situation peut être tellement insatisfaisante qu'on a deux solutions, soit se laisser écraser par la souffrance, soit essayer justement de s'en extirper. Je me suis fait mettre à la rue. Bon, j'étais relativement jeune, hein, j'avais 19 ans, j'étais technicien en entreprise, je faisais un métier que je détestais, je n'aimais pas du tout. Ma copine venait de me quitter, avec mes parents c'était épouvantable et je venais de perdre mon travail. Je ne savais pas très bien où aller, derrière moi j'avais plus d'endroit pour me réfugier.
Je me suis fait agresser plusieurs fois dans la rue, je me suis fait voler de l'argent, j'étais en train d'errer dans les rues, j'ai croisé un vieux copain qui lui est en foyer de jeunes travailleurs, il me dit écoute viens avec moi, puis c'est comme ça que je me suis retrouvé en foyer de jeunes travailleurs. Même dans cette situation, j'avais toujours tendance à regarder le bon côté des choses, parce que pour moi une chose négative, ce n'était pas forcément négatif. La vie essaie de me pousser à voir les choses autrement. Bien sûr, c'était pénible, le corps souffre, le mental souffre, mais au-delà de ça, ça me donnait l'opportunité, c'est une façon de me dire, c'est pas par là qu'il faut aller. Il me restait, à l'époque c'était encore des francs, il me restait 50 francs, j'avais pris un billet de train et je suis monté à Paris. Je ne savais pas du tout ce que j'allais faire à Paris, mais mon intuition me disait, va à Paris, et je me suis dit, peut-être qu'il y a des opportunités là-bas. J'ai frappé un peu à toutes les portes parce que je voulais d'abord des réponses. Le moi que nous croyons être, c'est une conscience de soi qui est une image, quoi. Quand on dit je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, le moi dont on parle, c'est l'image que j'ai de moi, c'est pas moi. En fait, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi en moi, on ne sait pas. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Lâchez vos certitudes, vos richesses, tout le reste, c'est vos certitudes de comment ça marche. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas comment ça marche. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand j'annonce « je ne sais pas », je m'ouvre la porte à la connaissance. Alors je me dis « mais à quoi ça sert d'avoir raison, quoi ?» Je m'aperçois que toute ma vie, c'est pour avoir raison. Et avoir raison, c'est ma souffrance. Les croyances sont créatrices de limites. Je le vois tout le temps. Et je suis attentif aux croyances. C'est-à-dire que les gens parlent, ils vont vous dire des réalités. La vie, c'est comme ça, de toute façon. Mais de toute façon, la société, c'est la cata. Ça, c'est une phrase qui ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que la société d'abord? La société de qui? La société d'où? Quelle société? Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire c'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime, au final. Mais il y aura des gens pour qui ça sera un outrage, qu'est-ce que tu veux? Toutes les excuses en soi qu'on se raconte, elles ont un sens. On ne se raconte pas une excuse par hasard. Si je me dis oui, mais moi je ne peux pas parce que j'ai des enfants, c'est parce que vraiment j'ai des enfants. Et on ne va pas se mentir, des enfants, c'est une complexité. La personne se dit oui, mais moi j'ai pas l'argent, on ne va pas se mentir. Ne pas avoir l'argent, c'est une complexité. Là où en revanche c'est faux, c'est de se persuader soi-même que parce que j'ai cette complexité, ça n'est pas possible. Et la question en fait qui casse l'excuse, j'adore poser, c'est est-ce qu'il existe au moins une personne sur cette terre qui, avec les mêmes circonstances que toi, le fait ou peut le faire? Et la réponse est toujours oui. Donc moi, ce que j'aime avec les excuses, c'est de dire, c'est pas qu'elles sont fausses, elles ont un sens, mais elles sont pas vraies non plus. Elles sont ni vraies ni fausses en fait. C'est moi qui choisis de l'histoire que je vais me raconter à moi-même. Il y a une idée qui est très répandue dans le monde, c'est « je crois ce que je vois ». C'est pas « je crois ce que je vois ». Eh bien, je vous invite à retourner l'idée. Je vois ce que je crois. Jouez avec cette idée-là. Et là, vous allez avoir toutes les réponses à toutes ces questions-là. Parce que moi, je n'ai pas des réponses, moi, pour quelqu'un, quoi. J'ai juste joué avec l'idée qu'en fait, j'étais responsable de voir ce que je voyais. Comment? Par la croyance et par ce que je demandais. Je vais vivre ce que je décide de croire. Donc la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne a l'énergie ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait si j'expérimentais de gérer mon énergie intérieure? Parce que finalement, si ça vient pas de l'extérieur, si ça vient pas de mon chef, mais juste de moi, qu'est-ce qui se passerait si je m'entraînais en moi à créer l'énergie? Je suis docteur en médecine, j'ai exercé la médecine pendant 25 ans, la médecine que je qualifierais de médecine de famille. Pendant toutes mes 25 années d'exercice, je me suis toujours spécialisé dans tout ce que je trouvais au niveau médecine, ostéopathie, nutrition, etc. J'ai regardé aussi pas mal la symbolique des maladies, la PNL, je me suis beaucoup intéressé aux effets de la prière sur la santé, aux prières toute religion confondue. Après ça, tout ce qui était aussi puissance de l'esprit et puissance de l'énergie. Et c'est vrai que je voulais trouver vraiment des solutions complémentaires, je dis bien complémentaires, à la médecine conventionnelle pour aider mes patients à s'en sortir du mieux qu'on pouvait. Les physiciens quantiques le disent bien, c'est qu'au départ, on a commencé à s'intéresser à la matière. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des choses qu'on ne comprenait pas très bien, donc on a commencé à creuser, et on s'est aperçu qu'ils sont tombés sur l'énergie.
L'énergie va se concentrer, va former des particules. Les particules vont s'associer pour former des atomes, puis des protéines, puis des cellules, puis des êtres humains. Mais aussi, quand on a commencé à voir que l'énergie et la matière, c'était la même chose, en fin de compte, c'était deux aspects différents du même élément, un peu comme peut être la vapeur et l'eau, eh bien à ce moment-là, on s'est aperçu que pour diriger tout ça, il fallait une information. Ça nous a montré que notre pensée agissait sur la matière. Et après ça, il y a eu d'autres travaux qui sont célèbres maintenant de Masaru Emoto, qui nous montraient bien que l'intention, la pensée qu'on envoyait sur un verre d'eau provoquait dans ce verre d'eau des cristallisations qui étaient différentes selon que la pensée était d'amour ou une pensée négative et destructrive. En médecine, tout simplement, on sait très bien que la pensée agit sur notre corps. On sait déjà l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? C'est l'effet de notre pensée sur le corps, tout simplement. Le patient croit au traitement qui lui est donné, et simplement ça fait 30% de tous les résultats positifs de toutes les médecines. Médecine conventionnelle, médecine naturelle, médecine énergétique, toutes bénéficient de cet effet placebo. Et puis après ça, même la sophrologie, l'hypnose, ils font que passer l'induction, et l'esprit de la personne va agir sur le corps. Comme on met la personne en plein état modifié de conscience, tout ce qu'on lui passe, à ce moment-là, elle le prend tout de suite et elle agit. L'hypnose, elle va vous permettre de sortir d'un comportement routinier. C'est une intention qui est posée et il y a plein de manières d'y aller. Donc c'est souvent une manière de parler, mais ça peut aussi être une manière effectivement de regarder. Les gens, on va leur donner une indication de focaliser leur regard sur quelque chose et déjà l'état de conscience se décale. On déverrouille un peu le système, moi je suis comme ça, moi je stresse, moi je pense comme ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi de toute façon ça sera toujours comme ça, et puis j'ai peur de ci, tous les scénarios mentaux. Et donc on va connecter avec votre inconscient, et votre inconscient c'est mieux que vous, et on va mobiliser ses ressources. Donc en gros en posant une intention dans votre inconscient, pour vous aider à résoudre telle ou telle problématique, ça flexibilise le champ des possibilités autour, et les choses devraient se manifester dans une réalité plus concrète. Je te propose juste d'être attentive à ce qui se passe autour de toi. Comme si chaque bruit, tu sais les bruits de la nature autour, chaque son t'accompagne vers un état différent. Si à un moment donné tu poses une intention quelque part, et instant après instant, respiration après respiration, c'est comme si cet état peut s'approfondir de plus en plus, de mieux en mieux, accompagné avec tout ce qui serait intéressant pour toi de vivre maintenant. Alors je vais compter de 5 jusqu'à 0 et lorsque tu entendras le 0, ce sera le signe que tu es dans un état d'hypnose. Avec le 5, attentive à ma voix, le 4, connecté toujours avec ta respiration. Avec le 3, c'est comme si, progressivement, marche après marche, seconde après seconde, tu plonges de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, comme si deux parties de toi se rapprochent. Comme si deux parties de toi se rapprochent pour se rencontrer. Parfois on parle de conscient et d'inconscient. On parle d'une partie qui sait, qui rationalise, et d'une autre partie qui agit à sa manière, avec sa propre intelligence. Avec le 1, de plus en plus proche. Comme quand on est au bord de quelque chose, comme quand on sait que dans quelques instants, il va être possible de chut. En entendant le 0, ça va être comme le signal qu'une connexion, une autre connexion, une forme d'ouverture est possible. Avec toute sa capacité à régénérer, à réparer, à restructurer, à reconstruire. Si on est dans l'hypnose médicale, il l'utilise beaucoup pour la gestion de la douleur. Alors, gestion des douleurs chroniques. Donc là, il y a beaucoup de praticiens de santé, des infirmiers, des médecins qui se forment à l'hypnose pour gérer les douleurs, les souffrances chroniques. Ils enseignent l'auto-hypnose, ils enseignent des techniques pour que les gens s'apaisent au-delà des médicaments. Ça explicite l'importance des croyances. C'est-à-dire que la croyance de quelqu'un, à un moment donné, plantée dans son esprit, va devenir réalité, va devenir sa réalité. Une personne en qui on a confiance nous a dit quelque chose, ou nous l'a montré. Et ça devient un message qu'on intègre, et ce message, il agit. Et c'est pour ça que l'hypnose, elle a entre autres, elle a cette petite saveur de perturber les croyances bien implantées
Déjà en les secouant un peu, et puis potentiellement en suggérant d'autres champs de possibilités. Par mes croyances et parce que je demande à croire d'une certaine façon, une idée qui me plaît, je la rends réelle. Voilà mon pouvoir. Ton pouvoir, il est là, mais il est énorme. Ton pouvoir, c'est de rendre réelles des idées. C'est ma pensée qui attire les situations. Donc déjà, on prend conscience que ma pensée attire des situations. Et là, justement, comme le disent très bien les psychiatres et les psychologues, ils le disent, ok, nous avons un inconscient et un conscient, et ce n'est pas notre conscient qui nous dirige. Notre inconscient nous dirige dans 99% des cas. Or, cet inconscient, il est programmé par toute notre éducation. Moi, je suis ancien kiné, ostéopathe, etc. Et recevant beaucoup de personnes que les autres thérapeutes n'arrivaient pas à résoudre, je me suis penché un peu plus sur les aspects psycho-émotionnels donc des personnes que je recevais. Ce que j'observe surtout, ce qui bloque les gens, c'est les croyances négatives et les conditionnements, beaucoup. Voilà, par exemple, l'enfant, on leur a dit qu'ils n'étaient pas à la hauteur, ou ils étaient bons à rien, etc. Toute leur vie, ils ont programmé des comportements en relation avec ces paroles qui ont été dites ou ce qu'eux, ils ont pensé à l'époque du jugement qu'on a pu avoir sur eux. De manière automatique, on est tout le temps sur ce fonctionnement. On émet tout le temps des pensées. De notre champ énergétique est émise une fréquence. Et cette fréquence-là, en fonction de nos pensées, de nos mémoires, de nos conditionnements, elle va attirer notre réalité. Et par notre inconscient, nous créons beaucoup de choses, mais comme je dis aux gens, à notre insu. Vous êtes victime de vous-même. Si j'ai une situation désagréable, c'est une ou plusieurs pensées négatives, plusieurs programmes erronés, négatifs pour moi, qui ont attiré cette situation-là. Reste à moi, à ce moment-là, de demander à son effacement. Et donc, en effaçant le programme erroné, eh bien, à ce moment-là, on va attirer à nous une autre situation qui, comme la première a été délétère, la deuxième a de bonnes chances de réussir. Donc, à qui on demande Ho'oponopono, les Hawaïens demandaient à leur divinité intérieure, à leur représentant à l'étincelle divine qui était en eux. D'autres vont demander directement à Dieu. Et ceux qui ne croient pas à tout ça, ça n'a aucune importance, demandez à votre inconscient, à votre subconscient, et ça marchera tout à fait bien. Il faut rester toujours en adéquation avec ses pensées, avec ses croyances. Moi, je dis simplement, je demande à ce que la mémoire erronée, ou les mémoires erronées qui ont été à l'origine de ça, soient effacées de mon inconscient. C'est pas un traitement, ça ne remplacera jamais la psychothérapie, etc. C'est une philosophie de vie qu'on peut utiliser largue à main nue pour améliorer notre quotidien. Et là, d'un seul coup, nous ne sommes plus des victimes. On n'est pas en train d'attendre que la vie passe, elle passe devant nous. Moi, j'en connais combien de personnes qui attendent toujours que quelque chose arrive dans leur vie. Je peux comprendre, parce que moi j'ai eu ce genre de réaction, pour des personnes qui sont dans de grandes souffrances, se dire c'est intolérable ce que vous dites pour moi, parce que vous vous rendez compte dans quelle situation je suis, mais responsable, ça veut dire que je peux faire quelque chose pour que la situation change. Que c'est dans mon ignorance que j'ai créé toutes ces situations dans lesquelles je me retrouve aujourd'hui. Je n'ai pas vu ce que je faisais. On est tous enfermés dans nos petites habitudes. Je dis bien nous, parce que moi y compris, on a tous nos petites habitudes. Et c'est vrai que tout ce qui peut nous faire changer dans nos habitudes, c'est toujours un petit peu gênant. Mais au départ, c'est qu'il faut se dire, ok, les autres, ils sont pour rien. C'est moi qui ai attiré la situation. Et là, c'est le petit passage un petit peu difficile. Si je me suis enguirlandé avec mon conjoint et ma conjointe, n'ayez pour rien, c'est moi qui ai attiré cette situation-là. C'est jamais ça. Dans la réalité, c'est toujours l'autre qui est responsable, c'est jamais nous.